Cachés dans une ancienne base militaire nazie, Il faut voir grand en matière de blindés. les vestiges d'un extraordinaire projet d'armement secret. Rien que la taille de l'endroit où ces chars ont été entreposés est vraiment impressionnante. Un char qui surpasse tous les blindés existants. La hauteur de ce char était de 11 mètres, soit l'équivalent d'une maison de 4 étages. Inspiré par le Führer en personne. Voilà, c'est ça que je veux. Hitler est absolument convaincu que plus c'est gros, mieux c'est. Et conçu pour écraser les ennemis du Troisième Reich. Ça doit être terrifiant pour un ennemi de se retrouver face à ça. Voici l'histoire incroyable des superchars d'Hitler. Des ingénieurs qui les ont construits. Un chef-d'œuvre. Et des militaires de choc qui les ont conduits sur le champ de bataille. Le taux de destruction était très élevé. En l'espace de 15 minutes, Michael Wittmann a détruit 13 chars. Les plus grandes constructions de la Deuxième Guerre mondiale, qui devaient assurer la suprématie d'Hitler, ne sont plus aujourd'hui que les vestiges de l'ambition militaire d'un fanatique. Découvrez-en les secrets dans Nazi Mégastructure. Sur le front de l'Est, le commandant SS Michael Wittmann se prépare au plus grand combat de blindés de l'histoire. La bataille de Kursk. Montez vers 2, 8,6. Attaquez! 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 Lors de la Seconde Guerre mondiale, les blindés dominent les combats terrestres. Et Michael Wittmann conduit le plus gros encore jamais construit, le Tigre. C'est une formidable machine qui vaudra à Michael Wittmann de devenir le meilleur pilote de chars d'Allemagne. Cible à 2 heures! Chargez les explosifs! Explosif chargé! Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une poignée de tigres allemands. Et l'un d'entre eux va nous permettre de comprendre comment ils ont été assemblés. C'est une occasion unique de voir ce char en pièces détachées, comme un puzzle géant. Ralf Ratz est un historien et spécialiste des blindés. Il a étudié l'intégralité du programme de construction des chars d'assaut de l'Allemagne nazie. Car l'impressionnant Tigre n'est que le premier d'une longue série. Hitler était fasciné par les chars lourds, et il a fait en sorte qu'ils soient de plus en plus gros. L'obsession d'Hitler pour les chars lourds et les canons de gros calibre naît pendant la Première Guerre mondiale. En tant que caporal sur le front, il peut mesurer l'efficacité de l'artillerie lourde. Hitler a vu la puissance de feu, les bombardements incessants. C'est resté gravé dans sa mémoire depuis son expérience comme soldat d'infanterie. Les gens ont tendance à considérer la Première Guerre mondiale comme la guerre des mitrailleuses. Mais c'était avant tout une guerre d'artillerie. Les canons deviennent plus lourds, ils tirent des projectiles plus gros et plus loin. Pendant la Première Guerre mondiale, Hitler ne voit pas simplement l'artillerie devenir plus lourde. Il la voit aussi devenir plus mobile, avec l'arrivée du premier char d'assaut, le Mark I britannique. Vous êtes un fantassin allemand en 1917 et vous voyez apparaître au-dessus de votre tranchée cet énorme engin en métal contre lequel vos petites armes légères ne peuvent rien. Ça devait être très effrayant de voir pour la première fois un de ces chars traverser une tranchée. 15 ans plus tard, Hitler accède au pouvoir. Il promet de venger les pertes de la Première Guerre mondiale. Mais les traités de paix interdisent à l'Allemagne de construire des blindés, engins pourtant indispensables aux armées modernes. Hitler approuve donc leur développement en secret. Aujourd'hui, une épaisse forêt de pins cache une base militaire nazie abandonnée
qui était autrefois à la pointe de l'armement mondial. Il s'agit de l'ancien quartier général des opérations secrètes nazies. Plus de 25 km² de laboratoires, champs de tir et ateliers de montage. Ici, des scientifiques nazis ont créé les premiers missiles balistiques au monde. Et c'est également ici que des chars révolutionnaires ont vu le jour. Le colonel Chris Wilbeck a été pilote de char en Irak et est un historien des blindés. C'est ici qu'ils ont testé leurs chars. Évidemment, le site est délabré maintenant. Il a connu des jours meilleurs. Les tests qui seront effectués ici transformeront la vision d'Hitler sur la manière de mener les combats terrestres. Je n'ai aucune envie d'être dans la tête d'Hitler, mais il a forcément été influencé par la Première Guerre mondiale. Il était caporal sur le front et il avait vu les horreurs de cette guerre linéaire statique. Personne ne voulait revivre une autre Première Guerre mondiale. Tout le monde réfléchissait à ce qu'un blindé pourrait apporter pour restaurer la mobilité sur le champ de bataille et éviter une autre guerre longue et coûteuse. À Kummersdorf, début 1935, Hitler découvre le premier char d'assaut nazi, le Panzer I. Il peut se déplacer à 39 km/h, soit 8 fois plus vite que les blindés qu'Hitler a vus pendant la Première Guerre mondiale. Quand on lui a fait la démonstration de ce dont les chars étaient capables ici à Kummersdorf, il a dû être impressionné. Voilà, c'est ça que je veux. Les nouveaux Panzers d'Hitler promettent une mobilité sans précédent sur le champ de bataille. Mais il y a un problème. Les Panzers qui ont tant impressionné Hitler étaient tout petits. Ils faisaient 1,80 m de haut et ils n'étaient armés que de mitrailleuses avec 2 hommes à l'intérieur. Très vite, les Allemands ont compris que ces chars ne feraient pas le poids dans une guerre moderne. Entre 1934 et 1939, l'Allemagne nazie produit des Panzers de plus en plus imposants, avec des armes de plus en plus grosses. Le Panzer II est équipé d'un canon, le Panzer III est équipé d'un canon légèrement plus gros et le Panzer IV reçoit un canon encore légèrement plus gros. Donc il passe de 5 tonnes 8, qui est le poids du Panzer I, à 20 tonnes pour le Panzer IV. En seulement 5 ans, la taille des Panzers d'Hitler quadruple. Ces chars d'assaut n'ont plus rien de secret et ils vont entrer en action pour la première fois. En septembre 1939, ils envahissent la Pologne, ce qui marque le début de la Seconde Guerre mondiale. La vitesse et la puissance inédite des Panzers allemands donnent naissance à un nouveau mot, Blitzkrieg, la guerre éclair. Le génie derrière cette tactique allemande foudroyante est le général Heinz Guderian. Ce dernier tir était parfait. Oui, mon général. Le Panzer au milieu. Placez-vous à gauche et à droite. Oui, mon général. Les idées visionnaires du général Guderian ne se limitent pas à des machines de pointe. Le Panzer n'est pas seulement une arme. Ce char est une expression visuelle. Quand on regarde les images d'archives, on ne voit que les chars. Mais ce qui les rend si efficaces est un ensemble. La capacité de communication, la coordination avec les forces aériennes, avec l'artillerie et avec l'infanterie. C'est cet ensemble qui fait l'efficacité du Panzer, pas les chars en eux-mêmes. Les tactiques Blitzkrieg d'Heinz Guderian portent leurs fruits dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands font une grosse trouée dans les lignes polonaises. Font une grosse trouée dans les lignes françaises. Les Français n'arrivent pas à suivre. Ça va beaucoup trop vite. Cette irrésistible progression est en partie l'œuvre de Michael Wittmann, 27 ans.
fils de paysan a gravi les échelons au sein de la SS et est en train de se forger une réputation de commandant qui n'a pas son pareil pour écraser l'ennemi. En 1941, il fait partie de l'invincible armée allemande qui conquiert de vastes portions du continent européen. À présent, Hitler va envoyer ses chars à l'Est pour l'invasion de l'Union soviétique. C'est l'opération Barbarossa. Quand Barbarossa commencera, le monde retiendra son souffle et restera sans voix. Il nous suffit d'enfoncer la porte et toute la structure putréfiée s'écroulera. Le Führer rassemble la plus grande force d'invasion de l'histoire à la frontière soviétique. 3600 chars et 4 millions d'hommes. La confiance au sein de l'armée allemande est inébranlable. Et qui sont leurs adversaires? L'armée rouge, que la propagande décrit depuis l'arrivée des nazis au pouvoir comme une bande de paysans bolcheviques qui n'y connaissent rien. Ce sera un jeu d'enfant. Le 22 juin 1941, les Allemands passent à l'offensive. Quelques heures plus tard, ils font une découverte inattendue. Les Soviétiques possèdent un bien meilleur char. Le T-34. Lors des précédentes batailles en Europe, les divisions blindées d'Hitler ont tout détruit sur leur passage. Mais le T-34 est plus lourd, plus rapide, mieux blindé et plus puissant que les derniers Panzer. Hitler va avoir besoin de chars plus gros. Les ingénieurs allemands recherchent une arme qui pourrait éliminer la menace que représentent les T-34 soviétiques. Ils la trouvent sous la forme d'un canon appelé Flak 88. Conçu à l'origine pour abattre des avions, cette arme équipera bientôt un des premiers superchars nazis. On a besoin d'un canon plus gros. Je l'ai déjà dit. N'essayez pas de me rouler. Il nous faut un char avec un canon de 88 pour notre Panzer. Si les Allemands équipent leur Panzer du Flak 88, ce sera le plus gros canon jamais monté sur un char d'assaut. Mais ajouter un canon de cette taille alourdira énormément le véhicule. Opter pour un canon de 88 mm, c'était opter pour un char lourd. Il fallait une structure très lourde pour transporter cette arme. Ce nouveau superchar sera très différent des Panzer. Et il aura un nom, le Tigre. Le développement du Tigre marque un tournant très important. À partir de ce moment-là, les Allemands se sont dit « Oui, il faut voir grand en matière de blindés ». Hitler va se doter du plus gros char de l'histoire militaire. Mais il a besoin de quelqu'un pour le concevoir. Son choix se porte d'abord sur un ingénieur automobile de 66 ans, appelé Ferdinand Porsche. L'homme n'a encore jamais conçu de char. Il est avant tout connu pour un véhicule beaucoup plus petit, la coccinelle Volkswagen. Hitler admirait Ferdinand Porsche. Il le prenait pour un génie de la technique, si ce n'est le plus grand génie de la technique de son temps. Peu après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Porsche a présenté son projet pour une voiture de sport au Führer. Cette voiture a eu énormément de succès à l'époque et elle participait à des courses. Ces courses se déroulent ici, sur la piste à vis à Berlin. Dans les années 1930, les voitures de sport de Ferdinand Porsche témoignent du génie des ingénieurs allemands pour le plus grand plaisir d'Hitler. Et ce succès débouchera sur la construction de la coccinelle, la voiture du peuple de l'Allemagne nazie. Mais créer le plus gros char de combat de l'histoire est une toute autre affaire.
Bien sûr, quand on regarde ces deux véhicules, ils ne peuvent pas être plus différents. La Volkswagen a été conçue pour le peuple, pour les gens ordinaires, alors que le char était conçu pour tuer les gens ordinaires. Ferdinand Porsche doit passer de la fabrication de voitures familiales à la fabrication de machines à tuer. Hitler et les nazis étaient là. Allons-y, fabriquons un char vraiment. Ce ne sera pas une mince affaire. Aujourd'hui, dans une ancienne minoterie en Suisse, un char d'assaut Tigre II est en train d'être reconstruit pièce par pièce. Pour l'historien des blindés, Ralph Ratz, c'est une occasion unique de voir les difficultés auxquelles Ferdinand Porsche a dû faire face. C'est très impressionnant. Le Tigre de Ferdinand Porsche est composé de milliers de pièces, la plupart façonnées à la main. Et si ce char sera si gros et si complexe, c'est principalement à cause du canon. Si vous mettez un gros canon et que vous tirez avec, il va reculer. Donc si le canon recule dans la tourelle, il faut plus d'espace. Il faut fabriquer une tourelle plus grande pour que le canon ait la place de reculer. Et si vous faites un canon plus gros, tout le reste doit aussi être plus gros. Pour transporter le canon de 88 mm, le Tigre devrait être 2 fois plus grand que tous les Panzers précédents, et il pèsera 60 tonnes. L'enjeu est énorme pour Ferdinand Porsche, et la pression monte encore d'un cran lorsqu'il apprend qu'un autre géant de la mécanique, Henschel, va lui aussi fabriquer un prototype. Le concurrent dont le modèle sera choisi décrochera un contrat très juteux. Les ingénieurs d'Henschel ont opté pour la voie classique. Ils ont mis un moteur à l'arrière du char, une transmission tout le long du véhicule et ils ont produit de la puissance sur l'essieu par un couple moteur sur les chenilles. C'est la méthode classique pour faire fonctionner un char. De son côté, Porsche a utilisé un moteur diesel électrique. C'est-à-dire qu'il avait un moteur diesel qui faisait fonctionner 2 moteurs électriques sur chaque chenille séparément. Le gros avantage, c'est qu'aucune transmission n'était nécessaire. Ferdinand Porsche se passe du matériel mécanique lourd et encombrant. C'est une idée très visionnaire qui ne sera adoptée pour la fabrication en série d'automobiles que dans les années 1990. Mais cela fonctionnera-t-il sur un nouveau char révolutionnaire ? C'est le 53e anniversaire d'Hitler. Son cadeau, assister aux essais des 2 prototypes rivaux du char Tigre. Ferdinand Porsche est tellement convaincu que sa version aura l'approbation du Führer qu'il a déjà commencé à fabriquer une centaine de châssis. Quand Porsche et Henschel ont présenté leur prototype à l'anniversaire d'Hitler en 1942, la conception classique d'Henschel a fait ses preuves sur le terrain. Son char était maniable, il faisait tout ce qu'on lui demandait, ça fonctionnait. Que se passe-t-il? C'est juste l'électricité, rien de grave. Le char de Porsche, en revanche, a pris feu et n'a rien donné sur le terrain. Donc la décision était assez évidente. Le char novateur de Ferdinand Porsche est un échec. Son moteur est trop compliqué et il s'enflamme à plusieurs reprises. Les idées de Porsche étaient astucieuses et intéressantes, mais le projet d'Henschel, lui, fonctionnait. C'est donc le Tigre d'Henschel qui sera choisi. Le Tigre est 2 fois plus grand que le principal char soviétique, le T-34. Il nécessite un assemblage minutieux à la main et il est même livré avec un manuel d'utilisation. Ils ont conçu ce manuel richement illustré et très bien écrit afin que tous les hommes présents dans le char sachent exactement ce qu'ils avaient à faire. Pour capter l'attention des lecteurs, le manuel du Tigre comporte des dessins de femmes légèrement vêtues.
Le ministre des Armements, Albert Speer, demande même aux canonniers de ne pas gaspiller leurs munitions. Le manuel dispense également des astuces sur la manière de gérer le poids exceptionnel du char. C'est écrit, si vous ne savez pas si le Tigre est trop lourd pour le terrain, prenez un camarade, mettez-le sur votre dos, allez à l'endroit qui vous pose problème et tenez-vous sur une jambe. Si vous ne vous enfoncez pas dans le sol, c'est que le Tigre peut tenir sur ce terrain. Si vous vous enfoncez, c'est que le Tigre sera trop lourd. Donc le poids est un problème, mais il propose des solutions aux hommes sur le champ de bataille. Le Tigre est un engin onéreux, conçu pour écraser les lignes soviétiques. À présent, Hitler va le tester au combat lors de la plus grande bataille de blindés de l'histoire. Le Führer a-t-il eu raison de voir grand ? Printemps 1943. Sur le front russe. Les forces allemandes s'apprêtent à attaquer un saillant de 200 km de long autour de la ville de Koursk. Les Allemands veulent attaquer cette zone pour deux raisons. D'abord pour réduire le front de 270 km, mais surtout parce qu'ils veulent s'en prendre à la plus importante concentration de forces soviétiques et avec un peu de chance, les battre. Tout le monde sait que c'est un moment crucial de la guerre. Si les Allemands perdent à Koursk, ils peuvent dire adieu à leurs ambitions sur le front Est. Mais Hitler est rongé par le doute. A-t-il assez de tigres ? Il retarde l'offensive de 2 mois pour pouvoir en fabriquer davantage. Ce répit permet aux défenses soviétiques de s'organiser. Le décor est planté pour la plus importante bataille de blindés de l'histoire. Michael Wittmann, 29 ans, dirigera les opérations. Ce commandant dévoué s'entraîne depuis 3 mois avec le nouveau Tigre. Il sait que ce blindé lui donne un gros avantage sur les T-34, qui sont 2 fois moins gros. Pour percer notre blindage, ils doivent être à moins de 600 mètres. Doit-on garder nos distances avec les chars ennemis? Non. Foncez dans le tas. Mais ça veut dire que... Foncez dans le tas, je vous dis. Le 5 juillet 1943, Hitler donne enfin l'ordre d'attaquer. C'est l'heure de vérité pour les Tigres. Sautez vers 2,8,6. Attaquez! Cible à 2 heures! 100 mètres de distance! Cible à 2 heures! Chargez les explosifs! Explosif chargé. Allez-y! Allez-y! Trois chars, 3 devant! Feu! À la fin de la première journée, Michael Wittmann a détruit une quinzaine de chars et d'armes anti-chars ennemis. Le Tigre d'Hitler s'avère redoutablement efficace. Plus vite! Il commence à tirer! Le Tigre était très efficace pour détruire les chars ennemis. Le taux de destruction était très élevé. Après 5 jours de combat, le Tigre permet aux Allemands de progresser de 30 km. Mais malgré le carnage, les chars soviétiques T-34 continuent d'affluer.
Le problème des Allemands sur le front Est était le nombre impressionnant de soldats ennemis. C'était sans fin, un peu comme une tête d'hydre. Vous en coupez une et il y en a 6 autres qui apparaissent. Lieutenant, ils sont des milliers. Écoute mes ordres et répète-les. Sinon tais-toi. Concentre-toi si tu veux rester en vie. Pendant que les Allemands assemblaient minutieusement leurs chefs-d'œuvre, les usines de tracteurs soviétiques produisaient à la chaîne des milliers de T-34. Les Tigres sont des bijoux de technologie, mais ils sont largement inférieurs en nombre et ils nécessitent une maintenance très contraignante. C'était un char complexe et très lourd. Il avait des problèmes de moteur, de transmission, de suspension, qui entraînaient beaucoup de pannes. Comme la plupart des Tigres envoyés à Koursk, le char d'assaut de Michael Wittmann n'est pas mis en difficulté par l'ennemi, mais par sa propre complexité technique. Les rapports allemands indiquent qu'il y a eu presque autant de chars détruits par leurs propres équipages, pour éviter d'être capturés après être tombés en panne ou avoir été endommagés, que de chars détruits par l'ennemi. L'Allemagne a trop peu de Tigres pour pénétrer sur une centaine de kilomètres à l'intérieur des lignes soviétiques. Après avoir perdu 54 000 hommes et plus de 250 engins blindés, Hitler abandonne l'offensive de Koursk. Koursk est la dernière fois où les Allemands avancent sur le front Est. C'est la dernière fois qu'ils progressent en territoire soviétique. À partir de là, ils seront toujours en position défensive. Fabriquer le plus gros char de l'histoire militaire n'a pas permis à Hitler de décrocher la victoire sur le champ de bataille. Mais cela n'empêche pas l'Allemagne nazie de célébrer les prouesses de son nouveau superchar et de ses commandants héroïques comme Michael Wittmann. L'Allemagne nazie est une société très militarisée et les individus sont glorifiés d'une manière qui n'existe pas aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Le culte du champion est une affaire très sérieuse. Comment un homme peut-il détruire 117 chars? C'est très impressionnant. Quel est votre secret? La concentration, mein Führer. L'instinct du chasseur, je suppose. Alors, comment ça se passe au front? Les Tigres sont à la hauteur de vos attentes? Le Tigre est le meilleur char du monde. Dans la campagne, l'ennemi fuit dès qu'il nous aperçoit. Malgré la défaite à Koursk, les exploits des Tigres sur le champ de bataille convainquent Hitler que les chars lourds sont un atout. Pour lui, l'étape suivante est logique. L'Allemagne va construire le premier vrai méga-char. L'idée d'un méga-char de 100 à 250 tonnes circulait à travers toute l'Europe depuis environ 30 ans. Presque tous les grands pays avaient un ou deux projets de ce type dans leur tiroir. Les ingénieurs allemands bombardent le Führer de projets tous plus ambitieux les uns que les autres, dont une proposition stupéfiante, un engin 10 fois plus gros que tous les chars existants. Ce projet, appelé Landkreuzer, est le fruit de l'imagination d'un dessinateur de sous-marins de l'aciérie Krupp. Krupp m'a proposé un char magnifique. Un monstre de 1000 tonnes avec un canon de cuirassé. On peut l'utiliser pour remplacer les blocos détruits. Passez-moi monsieur Krupp au téléphone. C'est le seul plan qui existe de ce véhicule. Et quand on regarde ses dimensions, on se rend compte que c'est un véritable navire terrestre. La hauteur de ce char était de 11 mètres, soit l'équivalent d'une maison de 4 étages. Et sa longueur totale était de 39 mètres. Le Landkreuzer est un char monumental qui s'avère peu maniable. Le ministre des Armements, Albert Speer, décide d'annuler le projet. Mais Hitler tient absolument à construire un méga-char. Il s'adresse à nouveau à Ferdinand Porsche.
Le constructeur automobile de légende a échoué à construire le Tigre, mais il tient là une occasion de se rattraper. Hitler pensait toujours que Porsche était un génie et que cette fois-ci, il trouverait peut-être quelque chose de plus novateur et de beaucoup plus puissant que les autres conceptions classiques. Et quelle serait la fonction d'un tel char? Rien ne pourrait arrêter un cuirassé terrestre de cette taille. Bien sûr, il ne se déplacerait pas tout seul, mais avec une escorte de plus petits engins blindés. Il me semble qu'on pourrait aussi l'utiliser comme blocos en acier. Supposons qu'un de nos blocos en béton ait été détruit. Ce monstre en acier pourrait rapidement le remplacer. Ce nouveau monstre en acier s'appellera le Maus, la souris. C'est un défi technique colossal. Mais Ferdinand Porsche ne peut pas se permettre de décevoir le Führer une deuxième fois. Tout ce que Porsche devait concevoir pour ce char, en tenant compte des demandes d'Hitler, avait des dimensions bien supérieures aux engins précédents. Voici le premier projet que Porsche a proposé en juin 1942. C'est un char allemand classique, mais beaucoup plus grand. L'ensemble était à peu près 2 fois plus gros que le Tigre, mais ce n'était toujours pas suffisant pour Hitler. Comme le projet de Ferdinand Porsche n'est pas à la hauteur de ses attentes, Hitler décide de faire appel à d'autres ingénieurs. Il précise la longueur et le diamètre exact du canon et l'épaisseur du blindage du char de ses rêves. Voici le projet final, qui inclut les demandes qu'Hitler a formulées au fil du temps. Le poids était de 188 tonnes. Le premier Maus pesait l'équivalent de 2 tigres. Cette fois-ci, ils ont ajouté un 3e tigre. Le 14 mai 1943, Ferdinand Porsche retrouve Hitler à son quartier général, le Wolfschanze, pour lui présenter une maquette en bois du Maus. Après avoir déçu Hitler avec son prototype du Tigre, le constructeur automobile sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. On peut fabriquer de tels chars? Bien sûr, Mein Führer, on peut fabriquer de tels chars. On doit se préparer pour assurer notre supériorité en 1944. Cette année, le Tigre et le Panzer sont les meilleurs. L'année prochaine, le Maus et le Tigre 2 doivent être les meilleurs. Oh, c'est fantastique! Hitler succombe à la promesse de puissance du Maus. L'Allemagne va entreprendre la production du superchar de Ferdinand Porsche. Tout ce qu'il fait tend vers l'immensité. Des blocos souterrains immenses. Des canons immenses. Des chars immenses. Hitler est absolument convaincu que plus c'est gros, mieux c'est. Mais ce char colossal est un énorme défi technique pour Ferdinand Porsche. Les Allemands ont déjà essayé de construire un canon mobile de très gros calibre quelques années auparavant. Une arme, appelée le Schwerer Gustav, est aux dimensions bien supérieures à celles du Maus. Une expérience délicate, dont de précieuses leçons peuvent être tirées. Une pièce de ce canon existe encore aujourd'hui. Un de ses obus. Ce qui me frappe avant tout, c'est sa taille énorme. Il fait près de 4 mètres de long et pèse environ 5000 kilos. Il pouvait faire des dégâts terribles. Transpercer 10 mètres de béton ou une plaque en acier d'1 mètre d'épaisseur. Cet obus avait une sacrée puissance de feu. Achevé en 1942, le Gustav pèse plus de 1300 tonnes. Il est tellement lourd qu'il ne peut être déplacé que sur rail. Et le transporter jusqu'au champ de bataille est une entreprise titanesque. 25 trains ont été nécessaires pour transporter tout le matériel et toutes les installations du Schwerer Gustav. Il a fallu 2 ou 3 mois avant qu'il soit prêt à l'emploi en juin 1942. 2500 personnes ont été mobilisées pour construire les rails, assembler le canon et le faire marcher. Une fois en position, le Gustav nécessite de très nombreux effectifs pour pouvoir fonctionner. Ce canon géant ne peut pas tourner. Et de nouveaux rails sont posés pour le pointer dans la bonne direction. En tout, 90 jours seront nécessaires pour le préparer à tirer. Et il ne sera utilisé qu'une seule fois contre la ville soviétique de Sébastopol.
Il a détruit d'importantes fortifications. Mais à quel prix? Au bout de 48 tirs, l'affût était complètement hors d'usage. Après avoir propulsé des obus de plus de 5 tonnes à une vitesse supersonique, l'affût du canon est inutilisable. Il demandait énormément d'entretien pour pouvoir être maintenu en état de marche. Et à cause de ses dimensions, il était évidemment très exposé aux attaques aériennes. Le Schwerer Gustav était-il une bonne arme? Au bout du compte, la réponse est non. Pour le Maus, Ferdinand Porsche doit monter un canon de gros calibre sur le plus grand char jamais construit. Mais contrairement au Gustav, il doit être pratique et manœuvrable. Et surtout, il doit fournir la puissance de destruction exigée par Hitler. Le Führer a désespérément besoin d'armes capables d'annuler les terribles pertes subies par l'Allemagne en Russie. Des armes capables de provoquer la peur chez ses ennemis. Après 1943, la plupart des Allemands savaient qu'ils ne gagneraient pas la guerre. Mais Hitler restait accroché à ce concept vieux de 1000 ans. Et comme il avait toujours été fasciné par la technologie, il croyait de plus en plus aux prodiges des armes. Qu'il s'agisse de fusées, ou d'avions à réaction, ou même de chars Maus. Kummersdorf, en Allemagne. C'est dans cette base secrète que les prototypes du char Maus seront entreposés. Et c'est ici, en 1935, qu'Hitler a été impressionné par le Panzer I qui pesait 6 tonnes. Voilà, c'est ça que je veux. Quelques années plus tard, Kummersdorf va accueillir un char 36 fois plus gros. Ce bâtiment a abrité les 2 Panzer VII allemands, les Maus. C'est ici que toutes les nouvelles armes ont été testées pour vérifier qu'elles correspondaient bien aux spécifications. Rien que la taille de l'endroit où ces chars ont été entreposés est vraiment impressionnante. Hitler et les nazis fondent de grands espoirs sur les chars Maus. Ils espéraient que ce serait une arme prodigieuse, une sorte de grande forteresse mobile qui détruirait tout sur son passage. Mais avant qu'Hitler ne puisse utiliser ce char au combat, son inventeur, Ferdinand Porsche, doit le rendre mobile. Malgré son échec avec le Tigre, il croit toujours en son moteur diesel électrique révolutionnaire. Les essais vont peut-être lui donner raison. La pression sur les chenilles était très bien répartie. Et le char a réussi à atteindre la vitesse de 15 à 20 km/h sur un terrain plat. Porsche avait réussi à concevoir l'intérieur du Maus de manière à ce que ce char vraiment monumental se déplace comme une voiture ordinaire et que tous ceux qui savaient conduire une voiture puissent conduire le Maus. D'un point de vue technique, c'est un chef-d'œuvre. Le Maus de Ferdinand Porsche est une réussite technique, mais ce n'est peut-être pas le véhicule de combat le plus pratique. Les ponts risquaient de s'écrouler sous le poids du Maus. Donc ce char devait être capable de traverser les rivières. Pour ce faire, il a équipé le Maus d'un schnorkel, fermé tous les trous et relié le char à un autre char. Car avec son fameux moteur diesel électrique typique de Porsche, le Maus ne pouvait pas fonctionner sous l'eau. Le Maus allait dans l'eau et l'autre char, resté au bord, lui fournissait l'énergie pendant qu'il était sous l'eau. Mais sur la terre ferme, le Maus consomme énormément. 1 litre de gasoil tous les 30 mètres, à une époque où le pétrole est une denrée de plus en plus rare. Le haut commandement nazi est divisé. Faut-il oui ou non le fabriquer en série? Mais la guerre n'attendra pas. En juin 1944, les Alliés envahissent la Normandie.
En une semaine, ils ont bien progressé vers l'intérieur des terres. Pour se défendre, les nazis ne peuvent compter que sur leur char lourd du début de la guerre, le Tigre, et des commandants de choc comme Michael Wittmann. Près d'un village appelé Villers-Bocage, Michael Wittmann a pour mission d'observer les mouvements des chars alliés. Je pense qu'ils ont déjà gagné la guerre. On va leur prouver le contraire. Michael Wittmann surprend une division entière de blindés. Il décide de l'attaquer avec un seul Tigre. Sautez vers 8,6. Il prend une route parallèle et il les élimine les uns après les autres. En l'espace de 15 minutes, Michael Wittmann a détruit 12 ou 13 chars britanniques et le même nombre de véhicules. C'est une des actions les plus dévastatrices menées par une petite unité. Elle vaut au courageux Michael Wittmann une renommée encore plus grande dans l'Allemagne nazie. Les gens comme Michael Wittmann faisaient des choses positives pour le moral des troupes, mais en même temps, ils détournaient l'attention de la réalité de la guerre industrielle. L'Allemagne n'a tout simplement pas fabriqué assez de chars. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle produit au total quelques 1300 Tigres, alors qu'aux États-Unis, 50 000 chars Sherman sortent des usines d'armement. 2000 Sherman sont équipés de gros canons supplémentaires pour détruire les Tigres. On les appelle les Sherman Firefly. L'idée de génie derrière le Firefly, c'était d'utiliser un char qui était déjà fabriqué en série. Les Américains n'avaient pas besoin de pièces supplémentaires, car ils réutilisaient deux choses existantes. Un canon 17 PDR, dont disposait déjà l'artillerie, et un char Sherman. Le Firefly infligera une lourde perte à l'Allemagne. Le 8 août 1944, l'artilleur d'un Firefly repère au loin le Tigre de Michael Wittmann. Un seul tir lui suffira à transpercer le blindage du char allemand et mettre le feu à ses munitions. Tout l'équipage meurt brûlé vif. La moralité de la mort de Michael Wittmann, c'est que construire des chars très lourds et très compliqués n'était pas une bonne idée. Les Américains ont simplement pris leur char moyen standard, ils l'ont amélioré et ils ont réussi à tuer Wittmann et son Tigre. Alors que l'étau des Alliés se resserre à l'est et à l'ouest, le spectre de la défaite devient de plus en plus tangible pour l'Allemagne nazie. À Kummersdorf, Ferdinand Porsche continue de tester son Maus. Mais seulement 2 prototypes seront fabriqués et les entrepôts ne seront jamais achevés. Le Maus était un coup marketing pour que la population continue à croire en cette guerre stupide, même s'il n'y avait plus aucun espoir. Mais il était évident pour tout le monde que tout était perdu. En mars 1945, quand les Soviétiques arrivent en Allemagne, ils découvrent 2 chars Maus abandonnés près de Kummersdorf. Ils testeront le Maus, mais arriveront à la conclusion qu'il n'a aucun intérêt pratique. Aucun char aussi gros ne sera plus jamais fabriqué. Le Maus était une impasse en matière d'évolution. Il n'avait pas la mobilité nécessaire pour accomplir quoi que ce soit sur un champ de bataille moderne. Le Maus, comme le canon Gustav, était une arme extrêmement ambitieuse, mais dépourvue de toute fonctionnalité. Le fruit de l'amour immodéré d'Hitler pour la démesure.